incroyable! On n'a jamais vu ça, Louis! Ah ben non. On n'a jamais vu ça, Louis! Bonsoir à tous, 8e épisode de 13 à table. Avec nous ce soir, Idriss. Idriss, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonjour ou en fonction à quelle heure vous écoutez. Il a été notre invité au début de l'émission. Ce soir, il prend le rôle de consultant. Thibaut Cousinier est avec nous. Thibaut, bonsoir. Bonsoir à tous, content d'être avec vous. Il est le meilleur marqueur d'essais du championnat de France d'élite 1, 5 essais en 4 matchs. Il est notre invité ce soir, il a 18 ans. Jason Goffin est avec nous. Jason, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, un gros programme nous attend ce soir. On va parler d'élite 1. Forcément, il y a eu une journée encore ce week-end. Coupe de France, il y a eu pas mal de matchs. On reviendra sur le mercato des Dragons avec Thibaut, savoir où ça en est, qui est parti, qui doit arriver, enfin qui est arrivé et qui doit peut-être encore arriver. Idriss nous parlera du tirage au sort pour la Coupe du Monde, la phase Europe, pardon. Donc là, on connaît les groupes pour le dernier tour. Et puis on finira avec l'interview de Jason. On va commencer tout de suite donc avec l'élite 1. Jason, on va commencer par toi parce que tu es notre invité. Une belle victoire à Palo ce week-end. J'imagine que toi, tu es content et que toute l'équipe était contente. Ouais, on a fait un bon travail. On a respecté ce que les entraîneurs nous avaient demandé, ce que le staff nous avait demandé. On a su appliquer nos jeux et corriger nos fautes. Et on a super bien défendu. Je pense que Palo a bien joué aussi, mais on a été peut-être un peu plus discipliné et plus on a peut-être scoré là au moment où il fallait et ça nous a permis, je pense, de passer devant et nous offrir cette victoire. Ouais. Idriss, Palo avait fait un bon début de saison, une victoire contre Avignon. Il y a eu la défaite face à Saint-Estève et puis là, à domicile, on imaginait Palo gagner. C'est une contre-performance pour eux quand même. Contre-performance, oui, on peut dire ça, mais je suis quand même un petit peu mesuré sur ce terme, parce que là, cette année, on sent très bien, avec Villeneuve qui vient gagner là-bas, que le championnat se resserre de plus en plus. Vraiment, j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, hein. Il n'y a pas une équipe qui vraiment sort du lot pour le moment. Bon, ça fait que commencer, c'est encore un petit peu long, mais en tout cas, c'est très bien pour le suspense, hein, que le niveau se resserre autant, et je pense qu'on devrait avoir un bon championnat cette année. Ouais. Donc, pour rappel, Villeneuve a gagné 20 à 16 sur la pelouse de Palo. On reviendra un peu plus de toute manière sur Villeneuve avec Jason tout au long de l'émission. Le gros match du week-end, enfin, il y en avait deux, mais il y avait le choc des invaincus. Limoux-Albi. Limoux gagne contre Albi. 26-16. Thibaut, Limoux, comme d'hab, ça va être au rendez-vous. Ils vont finir dans les 3-4 premiers de la saison. C'est solide, c'est fort, même s'il y a des absents, quoi. Oui, Limoux, belle équipe comme toujours. Il y avait des absents et du coup, pour Albi, c'était peut-être l'occasion de chercher plus qu'un point de bonus défensif, ce qui est déjà une bonne chose, je pense, d'aller chercher un point de bonus au stade de l'Aiguille. Lors du match, a priori, une indiscipline albigeoise qui leur coûte un petit peu cher. Face à une équipe de Limoux qui est toujours pragmatique avec une charnière expérimentée. Victoire de Limoux qui les place bien dans le championnat et qui seront à mon avis une équipe dans le haut du tableau. Ouais, c'est ça. Jason, Limoux, vous les avez joués, vous avez perdu contre eux. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette équipe de Limoux? Limoux, ils sont très bien organisés. Ça fait un bon moment qu'ils jouent ensemble. Ils savent jouer ensemble. Et je pense que si dans le début du match, on les laisse un peu jouer leur jeu comme ils savent le faire, ça peut être très très dangereux pour toutes les équipes. Ouais. Donc vraiment une belle équipe de Limoux et je pense qu'ils seront au rendez-vous cette saison. L'autre gros match, c'était Carcassonne contre Saint-Estève. Victoire Saint-Estève 20-18. Idriss, un match très accroché qui aurait pu tourner à la faveur des deux équipes, quoi. Oui, là aussi, c'était très accroché, hein. Donc, on en revient à ce que je disais. C'était vraiment une belle bagarre. Ils sont battus jusqu'au bout, on va dire. Bon, dans le bon sens du terme, bien évidemment, mais c'était un match bien accroché.
On a vu encore Saint-Estève qui gagne, voilà, de pas grand-chose, hein. Donc c'est une équipe qui est assez jeune, mais qui a quand même un mental assez solide pour pouvoir tenir sur des matchs assez serrés comme ça. Donc c'est très bien pour eux de leur côté. Et je pense que aussi c'est une équipe sur qui il faudra compter tout au long de la saison. Ouais, c'est ça. Dans les autres résultats, la grosse perf de Lézignan à Avignon, 36-10. Une grosse victoire, une équipe avignonnaise qui a pas vraiment existé. Thibaut, c'est un peu une surprise de voir Avignon perdre à domicile si largement sans le bonus défensif, même si Lézignan, on sait que ça sera une grosse équipe cette année. L'écart est un peu surprenant. Effectivement, un écart un peu surprenant. Avignon, qui avait fait un bon résultat la semaine dernière, qui est allé chercher au bout du suspense cette victoire contre Carca. Euh, bon, peut-être une défaite qui présage de bonnes choses par la suite, peut-être se remettre au travail. Lézignan, à mon avis, est une équipe qui sera elle aussi dans les favorites du championnat, voire la favorite du championnat, à mon avis. Euh, une défaite assez lourde, mais bon, je m'inquiète pas pour Avignon. Ils ont un effectif qui est assez complet, c'est jeune, ça joue vite, ça joue bien. Voilà, je m'inquiète pas pour eux, même si le résultat de ce week-end était un peu lourd. Ouais. Pour finir sur cette quatrième journée, le dernier score, Saint-Gaudens qui bat Toulouse Olympique 20-16. Alors voilà, le beau match de Toulouse Olympique, ça avait été un peu difficile, ils étaient menés 24 ou 28, je sais plus, avant de revenir en fin de partie, mais en tout cas, comme l'a dit Julien Girin, le coach, Toulouse est en train de revenir, et je pense que Toulouse à domicile pourra embêter quelques équipes cette année, Idriss, et peut-être même gagner quelques matchs. Gagner quelques matchs, oui, je pense qu'ils finiront. Je pense que pour moi, c'est clair qu'ils finiront pas la saison qu'ils finiront pas la saison à 0 victoire, hein. Je pense qu'ils pourront faire tomber quelques équipes à domicile. Comme on avait dit précédemment, c'est une équipe qui est jeune, avec des joueurs qui sont jeunes, qui débutent pour certains même en rugby à 13. Donc que ça prenne un peu de temps à démarrer, c'est normal. Mais je pense qu'ils pourront bien embêter, ils pourront embêter beaucoup de monde une fois qu'ils auront pris le rythme et qu'ils pourront être assez intéressants de ce côté-là. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une dernière journée d'Élite 1 en 2018, avec des beaux matchs encore au programme, notamment un Saint-Estève contre les Ignans, Albi, Palo, Villeneuve, Jason pour recevoir Carcassonne. Ça va être un gros match aussi, ça de jouer Carcassonne, parce que même s'ils ont perdu les deux derniers, ils ont fait de gros matchs. C'est ça, ça va être très important pour nous, je pense. Match à la maison, on a perdu Limoux à la maison. Euh, il faut faire un gros match contre Carca. Un gros match contre Carca. C'est important pour nous. C'est ça. On va enchaîner avec avec la Coupe de France. Avant que je vous détaille les résultats, on va profiter de la présence de Thibaut. Thibaut, même si tu n'as pas joué, alors un petit mot sur les deux matchs de l'Escure. Il y a d'abord eu la victoire, non, c'était pas d'abord, mais il y a eu la victoire de l'équipe première contre Saint-Pierre, 40-4. Bon, la logique qui a été respectée, quoi. Ouais, logique respectée, effectivement. Bon, des conditions de jeu très difficiles. Voilà, un terrain plus que boueux, vraiment. Une équipe de Saint-Pierre renforcée par quelques joueurs de Réalmont, donc du niveau au-dessus. Voilà, un match dans des conditions difficiles. Le job est fait, la victoire est là, pas de blessés des deux côtés. Un match qui s'est plutôt bien passé, des phases de jeu intéressantes, mais bon, voilà, des conditions difficiles. Et après, il y avait le match de l'équipe réserve qui jouait C'est ça. contre l'équipe 1 de Villefranche de Rouergue. Ouais, là aussi, on va retenir des conditions de jeu difficiles, un terrain à l'Escure qui a pas permis de favoriser le jeu, tout simplement. Voilà, ça a nivelé un petit peu les deux équipes. L'Escure était renforcée par quelques joueurs de l'équipe 1 et on a eu une opposition assez agréable à regarder, tout de même, un gros combat finalement. Et on a l'équipe de Villefranche qui, sur 2-3 actions, arrive quand même à faire la différence et s'impose logiquement. Ouais. Bon, la grosse surprise de ce deuxième tour, Idriss, c'est l'élimination de Salon. Alors, grosse surprise, pas vraiment, parce que Salon, c'est compliqué. Le coach, même Rachid Amraoui, a dû jouer ce week-end. Voilà, mais ils perdent quand même assez lourdement contre APT. Apt. Donc, Apte, oui. ouais, Apt. Donc, du coup, bah, voilà, Salon, ça va être compliqué cette année, hein.
Salon, oui, en Elite 2, je pense que la saison va être compliquée, elle va être assez longue. Ils ont un effectif un peu limite en quantité. Donc, dès qu'il y a quelques blessés ou quelques absents pour raisons professionnelles, ça devient d'entrée très vite compliqué. Après, voilà, sur le match contre Apt, je pense que c'est le charme de la coupe qui a opéré, hein. Ils se sont déplacés, donc c'est pas trop loin, Apt, en plus de Salon, hein. C'est le Vaucluse, c'est à côté. Donc, voilà, c'était un match de gala pour eux. Ils ont joué ça à fond. Voilà, le charme de la coupe coopérée, quoi. Comme on voit souvent au foot des amateurs qui éliminent des professionnels. Là, c'est tombé sur Salon. Fallait que ça tombe sur quelqu'un. Maintenant, pour la suite, Apt, ça va être entre guillemets le petit poussé. Ils n'auront rien à perdre et voilà, ils joueront chaque match à fond. Ouais. Euh, Avant de donner les résultats, Jason, toi, la Coupe de France lors de derby, jouer cette compétition, qu'est-ce que ça représente pour toi? Super important. Déjà, quand j'en parlais avec mon père, quand lui, il jouait à Villeneuve, qu'il a remporté cette Coupe de France, ben ça met les étoiles aux yeux. Enfin, ça donne envie, quoi. C'est un super, super objectif pour l'équipe, pour le club. Et nous non plus, on n'a rien à perdre quelque part et on va jouer le coup à fond, quoi. Ouais. Alors, avant de clôturer ça, je vais donner rapidement les résultats. Bao s'est imposé à Pomas 48-25, mais Pomas menait à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Didier Ménard n'était pas très content de la première mi-temps de ses joueurs. Ferral a battu sa réserve, Val d'Orbieu 76-16. Pia a largement battu la réserve de Villegayenc 60-6. Cahors a battu 34-4 la réserve de Villefranche. Alors, Entraigue Paris, match s'est arrêté à la 60e. Si vous voulez en savoir plus, il y a Esteban Ragna qui a fait un interview sur notre site qui explique ce qui s'est passé. Alors, on ne sait pas vraiment. Match arrêté, mais du coup, victoire d'Entraigue quand même 14-8. Lyon-Villeurbanne qui gagne facilement face à Montpellier 68-0. Toulon qui gagne à Caumont 46-20 avec encore un triplé de Mathis Samaï, si je ne dis pas de bêtises. Félicitations Mathis. Saint-Martin qui gagne 44-8 contre Veden. Carpentras qui gagne 30-18 face à Cheval Blanc. Gaël Talec a rejoué. Gros problème d'effectif aussi à Carpentras. Donc voilà. Ensuite, Aspet qui gagne 20-10 contre Gratentour. Pujols qui gagne 48-16 contre Clérac. Trentels qui va gagner à la Réole 34-10. Ramonville qui gagne 16-10 contre Almont. Villeneuve-Minervois, logique respectée, qui gagne 42-6 face à Saint-Laurent. Bacarès 13 Laurentin qui c'est l'entente avec Solaire qui gagne 26-24 contre Pamiers, match compliqué qui a été bien disputé. Villegayenc qui gagne largement contre Chile, bon bah ça c'est logique. Toulouse qui gagne 32-0 le derby à Saint-Estève et enfin Val-de-Dagne qui gagne 16-14 contre Sals avec Baptiste qui a marqué les 2 points de la victoire. Il y a sur notre site qui nous raconte sa fin de son match et la pénalité, donc allez voir. C'est sur 13 mondial. Donc voilà, c'était le deuxième tour. On va attendre le troisième. La logique a été respectée, je dirais, sauf sur une rencontre. Donc maintenant, on va attendre le troisième tour et on va passer, nous, au mercato des Dragons. Alors Thibaut, tu nous as un peu préparé tout ça. Alors, qui est parti? Qui est arrivé? Est-ce qu'on peut encore avoir des recrues? Voilà, fais-nous un petit état des lieux de tout ça. Alors effectivement, j'essaie un petit peu de décortiquer tout ça. Tout d'abord, ce dont on est sûr, les départs. Les départs, alors on a deux joueurs qui arrêtent, qui vont terminer a priori leur carrière. Luc Wash, Paul Hayton, respectivement demi-mêlée, talonneur. Qui est-ce qui arrête aussi? Louis Anderson qui quitte le rugby professionnel et qui a signé à Villegayenc en Élite 2. Fouadia qui est parti chez nos amis quinzistes au SU Agen. Vincent Duport qui devait aller renforcer les Ignans finalement, mais lui aussi un terme à sa carrière. On a aussi George Drinkwater qui est en partance. Alors pour quel club? Je crois que c'est pas encore signé. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Drinkwater qui a peut-être des problèmes avec son agent, mais ça n'a pas l'air évident finalement, malgré sa superbe saison de trouver un club. Et Yann Torné qui lui part du côté du Centurion.
Au niveau des arrivées officielles, qu'est-ce qu'on va trouver? On va commencer avec peut-être le moins connu, Matt Whitley. Matt Whitley, un avant de Widnes, 22 ans seulement, un avant qui compte tout de même 100 matchs de Super League, le club de Widnes. C'est énorme. Ouais, c'est déjà beaucoup en à peine 3 saisons. Donc on a quand même un joueur qui, malgré son âge, est déjà très expérimenté, si on peut dire. C'est un second ligne qui arrive plein d'envie du côté de Brutus. Euh, il va falloir qu'il se fasse sa place un petit peu, ce second ligne, parce qu'en second ligne, on a quand même un joueur d'un calibre NRL, Kenny Edwards. On retrouve nos deux super Français, Benjamin Julien et Benjamin Garcia. Mais, Mhm. mais je pense que ce jeune Whiteley peut nous réserver de belles surprises, une belle saison. On a un joueur qui est athlétique, 1m82, 91 kg, un joueur qui aime marquer des essais. Ce que je peux dire, c'est que on lui fait un petit peu le même parcours rubique que le dernier anglais seconde ligne un petit peu jeune qu'on a pu voir au Dragon catalan, qui était Elliot Whitehead, qui fait maintenant les beaux jours des Canberra Raiders à NRL et qui est un membre très important de l'équipe d'Angleterre. Ouais. Ensuite, autre arrivée, un peu moins jeune, on a Matty Smith, 31 ans. Matty Smith, longtemps demi et de mêlée, demi d'ouverture de l'équipe de Wigan. Matty Smith est quand même 4 fois international anglais. Ce jour-là, il a eu une saison un petit peu compliquée l'an dernier. L'an dernier, il était au club de St. Helens et finalement, il a fait que quelques apparitions au talon lors de cette saison, dû à la belle année du jeune demi Richardson qui a explosé et qui a finalement pris ce poste-là de demi de mêlée qu'on pouvait penser être plutôt pour Matty Smith ou Théophage, mais c'est bien ce jeune Richardson qui a pris ce poste-là. Donc on a Matty Smith, un joueur avec un CV très important, mais qui n'a pas trop joué l'an dernier. Alors on peut se demander dans quel rôle on va pouvoir le voir au Dragon. Est-ce qu'on le verra comme une utility player, peut-être troisième talonneur, ou bien encadrer les demi un petit peu, on ne sait pas trop. Ce sera intéressant de voir ce que lui réserve Steve McNamara pour ses compositions finalement. Mhm. Et là, Dernier. ouais. Le dernier, non des moindres, la superstar Sam Tomkins. Sam Tomkins, le joueur qu'on adore détester finalement, et que je pense que tout le monde était impatient de le voir évoluer sous le maillot catalan. Sam Tomkins, 29 ans, un joueur qui a été élu meilleur joueur de la Super League à 23 ans seulement, c'était en 2012. C'est un joueur qui, si je dois le rappeler, était titulaire en demi de mêlée lors des 2 dernières victoires de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande sur la dernière série. Donc je pense que c'est pas rien. C'est un joueur capable d'exploit. Un joueur au mental assez extraordinaire, un compétiteur, c'est une superstar. Là aussi, il va être intéressant de voir à quel rôle on va le voir, quel rôle va-t-il évoluer au Dragon. Personnellement, je penche plus sur une association à la charnière avec Sammy Langui et nous laisser notre prodige français Tony Gigot à l'arrière. Je pense que ça pourrait faire des ravages. Donc voilà pour la troisième et dernière recrue des Dragons catalans et non des moindres. Ouais. Idriss, Ouais. sur ce recrutement, aujourd'hui, c'est un gros recrutement. Les 3 joueurs Thibaut les a très bien présentés. Alors peut-être qu'il manque encore un ailier, un joueur derrière capable de se couvrir poste d'ailier ou de centre pour venir renforcer les lignes arrière. Oui, il manque un ailier, un centre. On est un petit peu limité. Fouaniera, il est parti, il n'a pas été remplacé. Donc, c'est clair que l'effectif des Dragons est un petit peu limité à ces postes-là. Après, honnêtement, si on s'en réfère au marché des transferts à l'heure actuelle, il y aura pas beaucoup d'opportunités, je pense. La plupart des effectifs des clubs de NRL et de Super League ont pratiquement bouclé les effectifs.
prolonger les contrats qu'il fallait, et ainsi de suite. Donc là, je pense que recruter un centre ou un ailier maintenant, ça risque d'être difficile, à moins de tenter le pari d'un jeune inconnu. Et encore, il faut le trouver. Mais là, avoir un ailier, on va dire, un petit peu confirmé, ça risque d'être un petit peu difficile. Il n'y a Ouais. qu'un ailier, on va dire, vraiment confirmé qui est sur le marché en ce moment, c'est Robert Jennings. Donc l'ailier des Rapidos qui a inscrit 19 essais en NRL la saison dernière, qui était en fin de contrat avec les Rapidos, qui s'entraîne avec eux, mais qui a toujours pas prolongé. Maintenant, la concurrence sur le dossier, elle va être rude, hein. Il y a Parramatta, club où évoluent ses frères, qui sont dessus. Parramatta, ils ont de l'argent, ils pourront faire une belle offre. Donc, je pense que ça va être vraiment compliqué pour les Dragons de la tirer. Ouais. Oui, C'est... oui, il faudra tenter un gros coup, quoi. Il faudra tenter un pari. Dans Ouais. lequel j'ai pas d'idée précise à donner. Il y a autre chose aussi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure concernant le rôle de Matty Smith. Moi, ce que je pense et ce que j'ai eu d'après les derniers échos que j'ai eu, c'est que Smith devrait être titulaire en 7 à la mêlée et devrait donc avoir le contrôle du jeu, comme il avait dans ses belles années à Wigan. À côté de lui, il devrait avoir Tompkins qui devrait jouer en 6 dans un rôle un petit peu plus d'électron libre, hein. Il serait un peu plus libre pour faire ses courses et pour prendre des initiatives individuelles. Et on garderait Gigot à l'arrière. Mm. Ouais, c'est Oui, c'est ça. ce qui est plus probable. Mm. Mais du coup, ça veut dire que Langui, on sait pas trop où on le met. Albert, j'en parle même pas parce que bah, Lucas Albert là-dedans, il est encore derrière. Thibaut, est-ce que tu penses, toi, qu'il manque encore un ailier ou un centre pour venir compléter l'effectif ou aujourd'hui, avec ce qu'a les Dragons, ils ont de quoi faire une belle saison de Super League? Alors on peut toujours compter sur les jeunes français. Je crois qu'il y a Romano dans l'effectif, le jeune Arthur Romano qui à mon avis un espoir est vraiment du 13 français. Donc j'espère qu'il aura sa chance un petit peu plus que les saisons précédentes. Mais après c'est vrai que de par ce que dit Idriss, si jamais on décale Langui hors de la charnière, on peut peut-être penser le voir au centre, faire décaler un bid sur une aile. Donc on peut avoir cette solution-là aussi. Voilà, le marché des transferts est un petit peu bouché finalement, pas beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'on essaye de conserver cet effectif-là, faire jouer de temps en temps quelques Français? On peut penser au jeune Flovy aussi, qui fait des bons matchs avec Saint-Estève. Voilà, moi je serais plutôt dans cette optique-là. Il y a un groupe qui est solide, il y a des jeunes qui poussent derrière. Restez comme ça. Ouais. Jason, toi, les Dragons catalans, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu es un jeune joueur? Tu as 18 ans, tu as l'avenir devant toi. Qu'est-ce que ça représente, les Dragons catalans? C'est déjà une équipe française qui joue en Super League, donc déjà c'est quelque chose d'énorme, de super. Donc c'est à mon avis l'objectif de tous les jeunes joueurs d'aller jouer dans un club comme ça. Et ça fait plaisir de voir qu'un club français euh, s'en sort vraiment plutôt pas mal dans un championnat anglais qui est plutôt dur et qui demande beaucoup de constance. Ouais. Pour finir sur les Dragons catalans, on va suivre de près. On va rappeler que le premier match est début février face à Castleford et que tout le monde a évidemment repris l'entraînement maintenant et qu'a priori, à part Jody Brockton, je ne sais pas si déjà il fait l'entraînement collectif. Tout le monde, sinon, est sur le pont, il me semble, du côté des Dragons. Donc, McNamara devrait pouvoir compter sur un effectif complet. Et de toute façon, on fera une émission spéciale Dragon en janvier, un podcast, une émission de 45 minutes consacrée qu'au Dragon, avec un très bel invité. Je vous en dis pas plus encore, mais ce sera un très bel invité qui pourra nous accompagner. Restez Euh, branchés. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Avant de faire l'interview avec Jason, on va revenir sur un dernier sujet, ce que nous a préparé Idriss. Alors, pour un peu contextualiser avant que je te donne la parole, la France et le Pays de Galles se sont qualifiés aujourd'hui pour la Coupe du Monde grâce à l'Euro en finissant de première place. Les deux autres équipes, elles, l'Écosse et l'Irlande, vont devoir passer par une phase de qualification. Il y a encore, à l'heure d'aujourd'hui, Idriss, 7 équipes en course pour 4 places. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça? Alors oui, donc il va y avoir un autre tournoi avec deux groupes hein, qui se disputera. Donc il y a déjà les groupes qui ont été définis. Il y aura le groupe 1 qui sera composé donc de l'équipe d'Espagne, de l'équipe d'Irlande et de l'équipe d'Italie.
Et le groupe 2 qui sera composé donc de l'Écosse, qui est la tête de série de ce groupe, de la Russie, ainsi que d'une troisième équipe qui est à définir entre la Grèce et la Norvège. Ou la Ouais. Norvège, qui devrait s'affronter, je pense, bientôt pour récupérer le troisième strapontin. Printemps 2019. Printemps 2019. Voilà. Concernant ces groupes, donc déjà en ce qui concerne le groupe 1, je pense que l'Irlande est favorite de ce groupe, qu'elle devrait finir première sans trop de problème, même sans forcément trop piocher dans le réservoir qu'ils ont d'heritage players, comme on dit, de joueurs ayant d'autres origines qui pourraient venir. Je pense qu'ils sont au-dessus du lot dans ce groupe et qu'ils devraient se qualifier sans trop de problème. Il y a une grosse inconnue, par contre, dans ce groupe, c'est un gros point d'interrogation, c'est l'équipe d'Italie. Parce que eux, justement, ils auront vraiment besoin de leurs heritage players, de leurs donc joueurs ayant des origines australiennes pour le coup, parce qu'ils en ont pas mal, pour venir renforcer l'équipe afin d'espérer pouvoir passer. Si honnêtement l'équipe d'Italie se présente avec uniquement des amateurs italiens du championnat local et un voire deux heritage players, je pense que l'Espagne, bien renforcée par quelques joueurs bien connus d'élite, hein, comme Luc Franco, Romain Palares ou Alexandre Doutre, il pourrait les inquiéter sur un match. Sur un match, Ouais. tout est possible. Mais si l'Italie se renforce bien, je pense qu'il ne devrait pas avoir de suspense, il devrait finir deuxième. Juste pour compléter ce que tu dis, Idriss, il y a le calendrier qui est tombé et entre l'Italie et l'Espagne, le match aura lieu en Italie. Vu que les Oui, matchs, donc ça, c'est à noter parce que l'Espagne recevra l'Irlande du coup, mais l'Italie recevra l'Espagne. Et vu que c'est eux qui risquent de jouer, c'est la deuxième place, oui, ça avantage sera la peut-être à finale du l'Italie. groupe. Hein. Ça sera Ouais, la finale du groupe, c'est clairement. ça. La finale, ce sera ce match-là. Parce que je pense que l'Irlande sera au-dessus, mais la finale, ce sera vraiment ce match-là. Donc oui, ils auront déjà l'avantage d'être à domicile. Maintenant, à voir s'ils ont aussi un deuxième avantage, s'ils sont bien renforcés par les heritage players venus d'Australie. Bon, le plus connu d'entre eux, c'est James Tedesco, mais je doute qu'il soit là, vu qu'il a déjà joué avec l'équipe d'Australie en plus. Ouais. Donc, je doute fortement qu'il soit là. Mais ils ont quelques autres bons joueurs, comme par exemple Josh Mantellato, bien connu des amateurs de Super League, parce qu'il a joué à LKR, qui pourraient venir renforcer l'équipe. Ouais. Ensuite, donc pour le groupe 2, je pense qu'il n'y a aucun suspense. L'Écosse devrait écraser le groupe, même sans utiliser les heritage players, les quelques heritage players australiens qu'ils ont, juste en se basant sur leur effectif de joueurs qui évoluent pour la plupart en Championship ou en Super League pour les meilleurs. Je pense qu'ils devraient écraser le groupe sans aucun problème. Après, en ce qui concerne donc la deuxième place, moi je dirais avantage Russie, dans le sens où la Grèce, comme on en a parlé dans le précédent, dans un article qu'on a mis sur le site que je vous invite d'ailleurs à lire, ils sont dans une situation qui est vraiment très compliquée en ce moment. C'est compliqué pour organiser des matchs, pour pouvoir jouer des matchs sereinement. C'est assez agité en coulisses, on va dire, hein, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est assez agité en coulisses. Donc ça, forcément, ça va jouer sur le moral des supporters, et des joueurs surtout. Et la Norvège, voilà, la Norvège, c'est la grande inconnue. Honnêtement, je connais pas trop de joueurs de cette équipe. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait donner. Maintenant, la Ouais. Russie, voilà, c'est une équipe qui est structurée, c'est une équipe qui existe depuis longtemps. Ils ont joué la Coupe du Monde 2000. Bon, ils ont pris 110 points contre les Anglais, mais ils méritent d'être là. Je pense que voilà, il devrait atteindre cette deuxième place et finir derrière l'Écosse. Mais je pense Ouais. que l'Écosse aurait un 3 sur 3 déjà, gagneront tous les matchs et se qualifieront sans problème. Ouais. Thibaut, juste un mot, c'est un peu dur pour l'Espagne parce que l'Espagne a monté une belle équipe et là ils étaient en balance avec la Russie, c'était l'un dans un groupe, l'un dans l'autre et ils sont avec l'Italie plutôt qu'avec la Norvège et la Grèce. Du coup, l'Espagne, ça va être dur de les voir à la Coupe du Monde alors qu'ils ont monté une belle équipe. Ouais, c'est pas de chance. C'est pas de chance au niveau du tirage, effectivement. Qui plus est, comme tu l'as bien précisé, ils vont jouer en Italie. Donc c'est vrai que si l'Italie fait l'effort sur le squad pour rapatrier un petit peu ses meilleurs joueurs, ça peut être compliqué pour l'Espagne. Après, tout est possible sur un match. Qui plus est pour aller chercher une qualification à la Coupe du Monde, on sait que ça peut transcender les joueurs. On l'a vu avec la Jamaïque contre les États-Unis. Voilà, c'est vrai que c'est pas de chance. On leur laisse quand même le bénéfice du doute et moi j'espère pour eux qu'ils seront pas loin d'accrocher la qualification et qu'ils espéreront finalement toucher du doigt cette compétition. Ouais.
Euh, Jason, moi je vais plutôt te parler de l'équipe de France là, avant de passer vraiment à l'interview. Alors, tu as fait les équipes de France jeunes déjà. La Coupe du Monde 2021, ça sera peut-être un petit peu juste pour toi. Mais ma question, c'est de te dire, bah, l'équipe de France, j'imagine forcément, c'est un objectif. Et du coup, bah, la Coupe du Monde 2025 aussi, en ligne de mire, quand on a envie d'y aller, quoi. Alors, déjà, j'ai pas fait les équipes de France, j'ai fait les stages équipe de France. J'ai Ouais, jamais réussi à aller jusqu'au bout pour l'instant. Je me suis entraîné avec l'équipe de France l'année dernière avant qu'ils partent pour faire la Coupe d'Europe. J'ai pas été sélectionné. Et oui, oui, ça, c'est le, comment dire, c'est le, Le Graal. ouais, le Graal, c'est ça, la récompense de tous les efforts qu'on fait, de tous les matchs qu'on fait, du travail qui paye, quoi. ouais, c'est ça. Allez, on va refermer cette page Qualif Euro. Donc, les Qualif Euro, pour finir là-dessus, elles auront lieu fin octobre et début novembre 2019 pour savoir les 4 derniers qualifiés de la zone Europe. Et il reste aussi un qualifié, les États-Unis, encore une chose de se qualifier. Ils devraient jouer contre, putain, je sais plus, j'ai mangé le nom de l'équipe contre qui ils devraient jouer. Un barrage. Donc, il reste encore 5 places à prendre en tout, 4 en Europe, plus un barrage avec les États-Unis et une autre équipe. Je vous le mettrai en commentaire. Par hasard, ça serait pas les îles Cook, l'autre équipe? Par hasard, hein? Peut-être que je me Possible, trompe. ouais. Possible, ouais, possible. En tout cas, ils ont un barrage à jouer, donc il manque en tout cas 5 équipes pour la Coupe du Monde. On connaît 11 qualifiés pour l'instant et on en connaîtra 16 à la fin de l'année prochaine. Ce qui est d'ailleurs bien parce que les équipes auront toutes quasiment 2 ans pour vraiment préparer la Coupe du Monde. Jason, on va passer à toi. Est-ce que tu es prêt pour l'interview de fin d'émission? Et oui, je suis prêt. Allez. Jason, déjà, comme d'habitude, je demande à tout le monde, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, quel est ton parcours un peu dans le rugby, ou est-ce que Ouais, tu joues ton poste? ok. Bon, ben, moi, c'est John Goffin, j'ai 18 ans. J'ai été formé à Villeneuve depuis tout petit. Enfin, j'ai fait quelques clubs autour. J'ai joué à Bias 13 quand ça existait. J'ai joué à Pujol. Ensuite, j'ai fait un tout petit peu de 15 à Sainte-Livrade. Bah, c'est un petit club à côté de Villeneuve. Après, je suis venu à Villeneuve. J'ai commencé à m'entraîner à partir des Benjamins, à jouer, tout ça. Euh, Commencé vraiment à goûter au rugby. Ensuite, je suis monté en cadet junior et j'ai fait l'année dernière, je me suis blessé au dos. J'ai une grosse blessure sur le début de saison, donc ce qui m'a empêché de jouer avec les juniors. Et puis je suis revenu et j'ai fini avec la première. Et là, cette année, j'ai réussi à me faire ma place dans le groupe à Villeneuve-sur-Lot, quoi. Ouais. Et quel début de saison? 5 essais en 4 matchs, tu as marqué à tous les matchs. Est-ce qu'honnêtement, tu pensais pouvoir faire un si beau début de saison? Franchement, non. C'était même pas. Je l'imaginais même pas comme ça mon début de saison. Je pensais plutôt à me concentrer sur mes objectifs principaux qui sont de faire 2 matchs propres, le moins de fautes possible, essayer d'être le plus propre possible et le plus constant au niveau de tous les matchs. Pas faire un match au top et puis notre match en bas, essayer de toujours être constant. Après, je pense que marquer à chaque match, c'est bien, mais c'est comme j'ai dit sur l'autre interview, chaque essai est un effort collectif et on, on a travaillé dur, dur, dur pour essayer de construire quelque chose avec ce groupe et bon, on a eu 2 défaites qui nous ont permis de grandir et là, je pense qu'on commence à arriver à travailler Ouais. ensemble. Thibaut, est-ce que tu aurais une question pour Jason, s'il te plaît? Du coup, Jason, si tu devais me citer un seconde ligne de Super League qui joue actuellement et qui te fait vraiment rêver, lequel est-ce que ça serait finalement? Seconde ligne, j'aime bien. C'est une question super compliquée parce que de base, j'aime à peu près tous les joueurs. J'ai pas vraiment de joueurs spécifiques. Après, j'ai bien aimé euh, le travail qu'ont fait les Dragons l'année dernière avec Ouais, ouais, ouais. c'est comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Benjamin Garcia. Garcia et Euh, Julien, oui. ouais, voilà, c'est ça. J'ai aimé leur style de jeu, leur comment dire. Ils ont été très, très constants dans l'effort.
Ouais, pris de des gros bonnes travailleurs, effectivement. Ouais. bonne ligne de course, ils ont aidé les avants, ils ont vraiment fait le job à 100% et je pense qu'ils sont pour beaucoup pour tout ce qui a réussi au Dragon. Ça marche, ça roule. Idriss, une question pour Jason. Bon, j'avais une question un peu similaire. Thibaut, il m'a un peu devancé. Alors, je vais t'en poser une autre. Alors, il y a récemment Pythago Ginet qui est arrivé à Villeneuve. Donc, c'est un joueur, on va dire, un petit peu rompu au plus haut niveau. Ouais. Il a joué pas Ouais. mal de matchs de NRL. Il s'est souvent entraîné avec des joueurs de NRL. Qu'est-ce qu'il a apporté au groupe depuis son arrivée? Et qu'est-ce que tu penses à toi, à titre personnel, joueur de ce calibre peut t'apporter? Déjà, je pense que il a apporté énormément de sérénité. C'est un joueur qui, quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Je veux dire, on l'a vu ce week-end, à chaque fois qu'il annonçait quelque chose, qu'il faisait quelque chose, ça marchait. Il y avait toujours quelque chose d'organisé, de bien précis, c'était calibré, il y avait rien à dire sur ça. On voit que dans son plan de jeu, c'est très fluide, calme, c'est posé, il sait ce qu'il fait, il se précipite pas sur les choses, il fait pratiquement toujours le bon choix. Après, je pense que au niveau du groupe, enfin, pour moi personnellement, c'est quelque chose d'énorme de pouvoir jouer avec lui. C'est une star un peu pour moi, donc j'essaie de parler avec lui, de savoir un peu comment ça se passait pour lui et tout ça. Donc c'est sympa d'en apprendre sur lui et tout ça. Et puis il est super sympa. On discute bien, quoi. Bon feeling. En, Impeccable. en termes de personnes qui ont apporté aussi, Jason, forcément, on est obligé de citer Julien Rinaldi. Nouveau coach, nouvelle méthode. Alors, il est là que pour un an, mais il vient avec un bagage qui est énorme. Et en plus de ça, il a l'air de faire confiance aux jeunes. Il t'a donné ta chance. Qu'est-ce qu'il a apporté au groupe par sa méthode et par son vécu? Je pense que déjà, on a été très très bien préparé euh, à l'intersaison. On a beaucoup travaillé. On a fait un stage commando. Ça nous a permis de resserrer le groupe, d'apprendre à mieux se connaître. Euh, Franchement, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit et il cherche toujours à ce que ça soit nickel. C'est bien quand on fait un bon match, on va pas regarder on va parler de ce qui est bien, bien sûr, mais on va surtout cibler ce qui était pas très bien et on va continuer à le travailler pour qu'ensuite, voilà, pour qu'ensuite il y ait des résultats. Ouais. Euh, et justement, tu parles de résultats. L'objectif, il a été annoncé, c'est la qualif. Est-ce que toi, vraiment, quand tu vis avec ce groupe, tu penses que ce groupe est capable d'aller chercher cette qualif, cette sixième place au moins? Oui, bien sûr, oui. On est capable de tout. Après, on peut rien prévoir. C'est juste à nous de faire le travail, quoi. Ouais. Et alors, ma question suivante, c'est de dire, toi, tu es au Krebs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien, ce que ça t'apporte, cet environnement, etc. Nous parler de tout ça. Ouais, alors ça fait 3 ans que je suis au Krebs, ça se passe super bien pour moi. Le quotidien, il est simple, c'est entraînement tous les jours, muscu tous les jours. On est super bien suivi avec des bons coachs. On a Olivier Janzac qui est notre entraîneur et c'est un super entraîneur qui moi personnellement m'a apporté énormément. Déjà l'année dernière, il m'a permis de jouer en première à Villeneuve quand il est venu à Villeneuve, pardon. Ouais. Et, ensuite, on a Loïc Carpen et Romain Maillot. Romain Maillot qui nous a quittés cette année car il a fini son contrat. Donc cette année, on a encore Loïc Carpen. Ce sont des super préparateurs physiques. Voilà, on est super bien suivis. Après, au niveau des entraînements, on s'entraîne pratiquement tous les jours. Entraînement intensif, autant à la muscu que sur le terrain. C'est très exigeant et je pense que ce qui m'a permis d'aujourd'hui peut-être jouer en élite, c'est ce passage-là au Krebs. Ouais. Euh, tu l'as, on l'a dit déjà, le rugby à 13 en France, c'est compliqué. Alors, il y a un championnat élite qui a un bon niveau. Il y a les Dragons, on en a parlé avant. Est-ce que tu as déjà eu la tentation d'aller jouer à 15 ou voilà, de changer de code parce que il y a peut-être plus d'opportunités pour un jeune joueur aujourd'hui en France à 15 qu'à 13?
Franchement, non. J'ai déjà joué à 15 et c'est pas le même sport. Je respecte évidemment le 15, mais c'est pas du tout le même sport pour moi. Je préfère continuer à travailler dur, peut-être comment dire, peut-être percer, on va dire, mais je préfère vraiment mon sport, quoi, le rugby à 13. Ouais. Avant la question à la con, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu peux choisir un de tes collègues avec qui tu es au Crêpes, avec qui tu es en club, qui a ton âge, et tu considères qu'il est vraiment un jeune talent aussi qu'il va falloir suivre? Si tu devais en citer un, ça serait lequel et pourquoi? Ouais, il y a Baptiste Dubertrin qui joue avec moi à Villeneuve-sur-Lot, qui est au Crêpes aussi. Super potentiel, bon travailleur, et ça fait depuis tout petit qu'on se connaît, donc ça marche, quoi. Ouais. Et tu penses qu'il va aller loin aussi? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pareil, il travaille. Bon, là, c'est ses premiers matchs et tout ça, mais je pense que quand il aura pris un peu de confiance, tout ça, ça va enclencher. Ouais, ok. Bon, c'est la tradition pour finir, Jason, c'est une question à la con. T'es pas obligé d'y répondre parce que c'est vraiment une question à la con, quoi. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Jason, tu as remporté la Coupe Davis de tennis en 2017. Tu joues aussi au rugby à 13. Je voulais savoir comment tu fais pour tout allier dans ton planning. Non. Il y a l'effort. Non, bien sûr. Je m'attendais pas du tout. Moi non plus, je m'y attendais pas. Moi non plus, Je sais pas quoi répondre. Ouais. On va finir là-dessus sur ma connerie qui n'aura pas fait rire que moi, heureusement. Ah, mais c'était pas mal, c'était pas mal. C'était bien placé, ouais. Bon, c'est le principal. C'est l'heure de vous remercier. Merci Idriss. Merci à toi. Hein, merci Thibaut d'avoir fait le consultant. Un peu une émission chaotique, mais j'espère que tu reviendras avec un peu plus de fluidité la prochaine fois. C'est de ma faute en plus, je suis désolé. Pas de problème, merci à tous. Et puis Jason, merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci pour l'invite. Ouais, on va te suivre toute cette saison et on espère que tu vas continuer à marquer des essais. Il me reste à vous remercier de nous écouter, vous dire que vous pouvez nous suivre sur le site évidemment, sur Facebook, Twitter, Instagram, on a la boutique, la chaîne YouTube évidemment. Merci de votre soutien, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis peut-être à l'année prochaine, on verra s'il y a une autre émission d'ici la fin de l'année. Pas sûr, mais au pire des cas, on se retrouve en janvier. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.